Le gym continue de faire la fête, la SM tire son chapeau à Birette. Le Stade niçois n'est pas passé loin chez les Landais, le RCT est stoppé chez les Lyonnais. La Roca Team se réjouit à moitié, le NVB est qualifié. Bref, une 16e à l'effet d'un Golasic en compagnie de Sylvain Mustapic. And welcome to Azurément Sport, tous les mardis à partir de 18h15 sur EDJ FM. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Azurément Sport. 3 quarts d'heure d'infos, de débriefs, d'analyse pointues avec nos chroniqueurs spécialistes et en plus un invité de marque qui est avec nous ce soir. Bonsoir Sylvain Mustapic. Bonsoir. Vous êtes correspondant pour Nice Matin, vous suivez le foot pro et amateur mais aussi le Stade niçois cette saison. À vos heures perdues, vous êtes supporter de l'AS Cannes. On va y revenir sur cette magnifique saison que sont en train de vivre les Dragons, mais avant ça, on refait le week-end avec vous, Quentin Barbaza. Envolé, Cannes s'incline au bout du suspense à Saint-Nazaire hier soir 3-7-2. Menés de 2 manches à rien, les Dragons ont cravaché, sont revenus à égalité, mais finissent par perdre 19-17 dans le 5e et dernier set. Les Cannois sont 8e au classement, il faudra battre 7 à domicile ce samedi pour avoir définitivement un pied en play-off. En judo, Maxime Gobert débloque le compteur de l'équipe de France. Le combattant licencié à Nice remporte la médaille de bronze au Grand Slam de Tachkent en Ouzbékistan. En moins de 73 kg, il se défait du Tadjik Mouhidine Assadoulev dans un combat qui est allé au Golden Score. Luc Hautman, autre niçois en lice, s'est fait sortir dès son entrée en lice par l'Ouzbek Mousso Sobirov chez les moins de 81 kg. 5e journée du championnat élite de football américain et toujours pas de victoire pour les Dauphins de Nice. Défaite 13-24 face aux Ours de Toulouse, toujours invaincus cette saison. Prochain match pour les Niçois le samedi 15 mars à domicile face aux Iron Mask de Cannes. Double défaite pour les Aigles de Nice en ses débuts de play-off face à Grenoble. Devant au score dans le match 1 et 2, nos hockeyeurs finissent par céder contre le leader incontesté du championnat. On rappelle que ces play-offs se disputent au meilleur des 7 matchs. Les hommes de Pascal Margerie sont pour l'instant menés 2-0. Il va falloir tenir sur la durée ce soir pour espérer relancer cette série. Match 3 et 4 de ces quarts de finale ce soir et demain à 20h à la patinoire Jean-Bouin. En Pro B, défaite frustrante d'Antibes face à Blois 71-74. Les Sharks s'inclinent au buzzer beater sur un shoot curiesque du meneur américain Siani Chambers. Les Antibois ne sont pas passés loin d'une victoire de taulier dans l'intensité. 2 points noirs à noter, un petit 21/31 au lancer franc et pas moins de 12 ballons perdus qui ont permis aux Blésois de creuser l'écart en début de rencontre. On écoute d'ailleurs J.D. Jackson à ce sujet. Il y a des passages comme ça dans un match, mais je pense que c'est quelque chose qu'on doit travailler parce que sinon on était vraiment sur un très bon match qui pouvait être une victoire référence contre Blois qui est une des plus grandes équipes de championnat, de plus en forme en tout cas, et on est passé tout près, donc ça reste un match perdu. Malgré ça, ça fait les 2 derniers à domicile qu'on est vraiment dans une grosse intensité de la défense, combativité, et ça va finir par payer dès la semaine prochaine j'espère, parce qu'effectivement on a l'une des plus grandes affiches derby en tout cas du Sud. Tous les joueurs, tous les coachs aiment les derbys, donc on va essayer de se focaliser là-dessus et construire sur notre qualité ce soir. Vous l'avez entendu, vendredi aura lieu le derby de la peur entre Antibes 14e et hier Toulon 17e. Première entre deux à 20h30 ce vendredi à l'Azur Arena. En Coupe Gambardella, l'aventure s'arrête en 8e de finale pour l'AS Monaco. Défaite 3-2 face à une solide équipe de Rennes. La défense monégasque a été impuissante face au néo-pro Mohamed Kader Meïté qui inscrit un triplé en première période. Par contre, ça passe pour l'OGC Nice. Succès 3-0 à Torcy en Seine-et-Marne. Les hommes emmenés par Julien Sablé n'ont pas été inquiétés un seul moment de la partie. Face aux petits poussés de la compétition, direction les quarts de finale qui se disputeront le dimanche 30 mars. Et on reste sur les terrains de foot avec Azurément Goal Jingle. Guessant, le but d'Evan Guessant. C'est parti pour Azurément Goal. Nos clubs azuréens ont assuré ce week-end en Ligue 1 2 victoires et on commence par la plus proche de nous temporellement, c'est l'OGC Nice qui enchaîne, Quentin. 4 victoires de rang pour les hommes de Franquès, c'est du sérieux. Ce week-end, les Niçois ont continué de mettre leur bonne forme du moment et prouvent qu'ils ont les reins solides à l'aube des 10 derniers matchs. On le sait, le mois de mars, c'est là où tout s'accélère dans une saison et le gym semble armé au moment d'attaquer le sprint final à l'Europe. Ils sortent d'un triptyque face à des équipes mal classées et on connaissait les fâcheuses habitudes du gym, avoir mal face aux petits, si on peut les qualifier comme ça. Après Le Havre et Montpellier, ce sont les Verts de Saint-Etienne qui sont passés à la casserole ce samedi.
Et grâce notamment à un but d'un joueur qui ne devait pas débuter la rencontre. Francaise a dû revoir ses plans au milieu du terrain à la dernière minute, habitué à son double pivot Boudaoui Santa Maria. Le technicien niçois suspendu pour cette rencontre a, du haut de la tribune de Geoffroy Guichard, fait confiance à Pablo Rosario en tant que titulaire. La cause, un Hicham Boudaoui souffrant, devant renoncer à débuter la rencontre. Et cette première titularisation depuis le 16e de Coupe de France face à Bastia le 14 janvier dernier. Pablo Rosario l'a mise à profit. D'une tête rageuse dès la 10e minute, le milieu néerlandais a inscrit son deuxième but de la saison. Ses deux seuls sous le maillot du gym. Et le premier c'était déjà face à Saint-Etienne lors de la victoire historique 8-0 fin septembre. Et derrière, Nice a déroulé. Surtout en deuxième mi-temps, Bastien, car les Verts ont réagi grâce à Lucas Tassin avant la pause. Mais ensuite, Nice avait plus de force et plus de mental pour repasser devant. Surtout grâce à un nouveau match très solide de Jonathan Klaus. Le latéral droit s'est encore transformé en Santa Claus, un Père Noël délivrant cadeau sur cadeau. Il a l'origine du but de Rosario, mais surtout du centre entraînant le contre son camp de Nadé, permettant à Nice de mener 2-1, avant d'être à la récupération du ballon sur le but de Guessant pour tripler la mise. Un Evan Guessant qui signe d'ailleurs son 10e but de la saison en Ligue 1, la première fois que l'attaquant niçois atteint cette barre symbolique dans sa carrière. Sylvain Mustapic, vous, cette saison d'Evan Guessant et puis celle de l'OGC Nice globalement, elle vous impressionne ? Impressionné, peut-être pas, mais comme le disait Quentin juste avant, on trouve un OGC Nice qui a maintenant de la constance, ce qui n'était pas forcément le cas les années d'avant, notamment contre les équipes de bas de tableau. C'est là où souvent Nice perdait beaucoup de points, et c'est peut-être ce qui va en faire un candidat crédible pour une place en Ligue des Champions à la fin de la saison. Et est-ce qu'on arrive à doser un petit peu ? Il y a eu cet échec en Coupe d'Europe, il y a eu cet échec en Coupe de France. Est-ce que si Nice juste se qualifie en Ligue des Champions, ce sera une saison réussie pour eux, vous pensez ? À mon sens, oui, parce que de prime abord, on n'attend pas Nice forcément en Ligue des Champions. Donc une qualification, ce serait historique, surtout si Nice arrive à finir sur le podium et va directement en phase de poule, parce que Nice a déjà joué les barrages, on s'en rappelle, il y a quelques années. Donc pour moi, ce serait quand même une saison réussie, parce que la Coupe de France, c'est des aléas. On sait qu'il y a beaucoup de clubs de Ligue 1 qui ne la jouent pas forcément à fond, parce qu'on se dit de toute façon, Paris va la gagner. On ne va pas se le cacher. Et la Coupe d'Europe, bon, ça a mal tourné au début. Après, on a eu le sentiment qu'ils avaient un petit peu lâché la Ligue Europa. Donc pour moi, ce serait une saison réussie, oui, si Nice termine sur le podium. Parfait, donc 4 victoires d'affilée, peut-être 6 avec les 2 réceptions qui arrivent, Lyon et Auxerre, de quoi prolonger la série de victoires et d'invincibilité cette saison à l'Alliance Riviera pour s'affirmer bel et bien comme un réel candidat à une place en Ligue des Champions, on vient d'en parler. La veille, Monaco, rival des Niçois, a également inscrit 3 buts face à Reims, 3 réalisations d'un jeune homme qui n'en finit plus d'impressionner, Quentin. Atteindre les 10 buts en 7 matchs de Ligue 1, c'est du jamais vu. C'est mieux que Neymar, Zlatan, Lacazette ou Falcao. Bref, Mika Biret n'en finit plus d'affoler les compteurs. Et face à Reims, le jeune Danois de 22 ans a inscrit son 3e triplé sous le maillot à la diagonale. 3 buts de renard des surfaces pour ce grand blond qui porte depuis un mois l'attaque monégasque. De par son physique, on serait tenté de le comparer à un certain Erling Haaland. Mais il va falloir que l'ancien joueur du Sturm Graz arrive à performer dans les grands matchs. On l'a vu encore un peu frêle face à Benfica, notamment en Ligue des Champions. Mais en Ligue 1, en tout cas, il se régale. Et vendredi soir, il a profité d'une apathie générale des Rémois pour tromper à 3 reprises Yvan Diouf, reprise en taclant comme un pur avant-centre et 2 plats du pied tout en sécurité. Mika Biret a surnagé, car sinon on ne s'est pas mal ennuyé. Monaco n'a pas tellement brillé, mais surtout Reims n'a rien montré. On a du mal à la cerner, cette équipe de Monaco, toujours au tableau, un jeu souvent plaisant à voir avec des joueurs de ballon, mais toujours des errances défensives et un club qui progresse pas vraiment, on a l'impression, Sylvain. C'est exactement ça, en fait. C'est une équipe qui du coup est capable du meilleur comme du pire. On le voit, on l'a vu même en Ligue des Champions avec des grosses prestations contre de belles équipes, des prestations beaucoup plus indigestes presque, j'ai envie de dire. Notamment, je me rappelle de celle à Zagreb où ils s'en sortent miraculeusement avec un 2-2 presque venu de nulle part. C'est peut-être ce qui peut leur coûter cher justement dans la course à l'Europe par rapport à des équipes comme Nice cette année. Est-ce que peut-être la Coupe d'Europe, le fait qu'ils aient plus qu'une compétition à jouer, ça peut leur être favorable ? C'est à voir, mais c'est une équipe aussi qui est très jeune sur pas mal de postes, et à voir aussi s'ils vont réussir à acquérir de la maturité rapidement, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs, je trouve, qui sont un petit peu liées à un manque d'expérience dans certains moments. Après, c'est des jeunes joueurs, on a Wissa, on a Ben Segui, on a Kliouche qui sont des joueurs très talentueux, mais parfois il y a des petits errements qui peuvent leur coûter face à des équipes qui sont plus solides. Là, par contre, c'est passé contre Reims qui était vraiment faiblarde, qui s'est quand même qualifié pour les demi de Coupe de France en l'emportant 3 fois au tir au but et qui affrontera Cannes justement pour une demi-finale entre 2 clubs historiques. Quand on voit les matchs plutôt pauvres de Reims et le jeu léché de Cannes, vous qui suivez les Dragons, on se dit qu'il y a une place d'aller en finale, non, quand même. Ah, clairement, c'était même le tirage que beaucoup de monde à Cannes, et moi inclus, espérait
pour pouvoir voir le Stade de France, parce qu'effectivement, cette équipe de Reims cette saison, et surtout depuis novembre, c'est vraiment pas ça. Et Cannes est dans une dynamique complètement inverse. C'est-à-dire que justement, depuis mi-octobre, début novembre, et l'arrivée de Damien Hoth à la tête de l'équipe, on a une équipe qui joue un football que beaucoup évaluent comme un football de haut tableau national. Globalement, c'est ce que disent beaucoup d'entraîneurs qui rencontrent Cannes. Pour eux, c'est une équipe de top 5 national. Donc face à un bas de tableau Ligue 1, les dynamiques, les confiances aussi qui pèsent, il y a un coup à faire pour Cannes. Justement, là en ce moment, il y a une forte décharge d'émotions avec ces deux championnats à jouer. D'un côté, c'est plus du bonus, on nous dit. De l'autre, il y a la montée, c'est vraiment l'objectif prioritaire. Pour vous, ils ont la capacité de combiner les deux et d'aller au bout sur les deux? Ils le montrent depuis déjà 3-4 mois, leur capacité à continuer à gagner en championnat et à avancer en coupe. Donc pour moi, c'est pas un problème, d'autant qu'il y a eu des petits soucis de blessures ces dernières semaines. Les joueurs reviennent aussi petit à petit. Il va falloir, bien sûr, tout le monde. Cannes aussi n'a pas son destin en main en championnat, parce que le Puy a gagné ses 2 matchs en retard. Donc même s'ils gagnent tous leurs matchs, ça dépendra aussi du Puy. Mais sur la capacité à cumuler les deux, pour moi, il n'y a pas de sujet là-dessus. Et pour revenir à la Coupe de France et ce projet avec Damien Hoth, avec tous les joueurs qui sont un petit peu dans la lumière en ce moment. Il y a eu des énormes perfs réalisés les précédentes années en Coupe de France par des petits poussés entre guillemets, les Herbiers, Rumilly, Quevilly, Calais. C'est jamais évident de confirmer derrière. Vous pensez que là, Cannes, avec un bon budget, avec des joueurs qui emmènent un peu cet effectif, il y a moyen de construire quelque chose à long terme? C'est le projet du club. Le projet du club, c'est de revenir dans le monde pro. On parle de Ligue 2, voire plus si c'est possible, mais ce n'est pas forcément la priorité immédiate, mais c'est de retrouver assez rapidement le monde pro. On sait aussi que le National va devenir la Ligue 3, donc le monde pro d'ici 1 an et demi. Mais l'idée, oui, à Cannes, c'est de le faire. Et on a déjà, du côté de Cannes, un budget qui est équivalent à certains budgets de bas de tableau de Ligue 2, avec 5 millions d'euros. Pour de la N2, c'est déjà une capacité financière qui est très au-dessus de la moyenne. Les infrastructures aussi. Les infrastructures, il reste un stade qui est un stade que pas mal de clubs de Ligue 2, je pense, aimeraient avoir, une pelouse que même des équipes de Ligue 1, je pense, peuvent envier à l'AS Cannes. Reste après tout ce qui concerne le centre de formation qui réouvrirait en cas de retour du statut pro. Donc il y aurait du boulot à ce niveau-là, mais ça fait partie de l'ADN de Cannes aussi, la formation. Donc tout est en place. Les actionnaires sont quand même également propriétaires de la Roma et d'Everton, donc c'est des gens qui savent ce qu'ils font dans le football. Ça fonctionne plutôt bien, on le voit à Rome, donc tous les voyants sont verts à l'heure actuelle. Parfait. Et puis vous en avez parlé, donc cette montée en national se jouera peut-être face au Puy. Il y a aussi Grasse dans cette poule que vous suivez de temps à autre. On a l'impression que pour eux, les années se suivent et se ressemblent, où ils sont toujours en haut de tableau, et il y a toujours des trous d'air et des points qui sont perdus à droite à gauche. Le problème de Grasse, c'est que Grasse n'a pas énormément de moyens. Et je trouve que c'est presque un miracle permanent ce qu'a su faire Grasse ces dernières années, d'être systématiquement dans le haut de tableau en recrutant des joueurs majoritairement issus du département. En réalité, en relançant des joueurs qui n'ont pas forcément eu leur place au-dessus et en permettant aussi parfois à des jeunes de passer pro derrière. Donc il ne faut pas les enterrer, même si là ils ont perdu contre le Puy il y a 10 jours. Forcément, ils se retrouvent à 4-5 points, peut-être même 6 du Puy avec les 2 matchs rattrapés. C'est pas complètement cuit, mais c'est vrai que grâce à moins de moyens, et malheureusement, ça se ressent un petit peu par moment. Mais il y a aussi un nouveau projet qui est en train de se mettre en place à Grasse avec un objectif Ligue 2 qui a été annoncé. Donc à voir ce que ça donnera. Mais c'est vrai que sur cette saison, ce qui pêche beaucoup, c'est les confrontations directes contre les équipes de haut de tableau. À l'heure actuelle, ça ne pardonne pas. Donc il leur reste 10 journées pour faire un exploit. Parfait, on continuera de suivre ce feuilleton National 2 dans les semaines à venir avec des équipes locales qui vont peut-être accéder en National. Direction les terrains de rugby où les têtes sont basses en ce début de semaine. Jingle. Action. Lié. Jeu. Malo, ce soir, vous nous parlez de la défaite du Stade niçois face à Mont-de-Marsan 26-22. Malgré la dernière place au classement, Nice a fait preuve d'un courage indéniable. Que faut-il retenir de cette prestation ?
C'est vrai Bastien, malgré la défaite, l'esprit de résistant des Niçois mérite d'être salué. Ils ont joué avec une telle intensité, une rage de vaincre et ont fait trembler Mont-de-Marsan. 4 essais inscrits, c'est une performance remarquable, un cri de détermination dans l'arène. Ils ont exploité les failles des Montois, mais la réalité du terrain les a rattrapés. Leur jeu au pied trop imprécis et des erreurs stratégiques cruciales ont fait la différence. Si ces petits détails avaient été maîtrisés, le match aurait pu basculer de l'autre côté. Oui, on sent que cette équipe niçoise dévouée, mais à l'extérieur, elle n'arrive pas à renverser cette tendance. Comment expliquer cette incapacité à capitaliser sur leur belle énergie, surtout en fin de match? C'est un paradoxe fascinant. Après la pause, Nice a montré de l'ampleur, marquant rapidement, mais sans jamais parvenir à tuer le match. Leur manque de précision au pied est un fardeau trop lourd à porter. Le vent était de leur côté, mais ils n'ont pas su prendre les commandes de la rencontre. Parfois, il faut plus que de la volonté pour transformer une performance en victoire. Ils ont été généreux, mais le fil du match leur a échappé. Mont-de-Marsan, quant à lui, n'a pas lâché. Même maladroit, il a trouvé la clé pour s'imposer. Malgré cela, on a vu une équipe niçoise qui ne se laisse pas abattre. La relégation semble inéluctable, mais comment voyez-vous leur avenir proche alors? La relégation semble presque écrite, oui. Mais il y a une lumière dans la tempête. Nice est dans une phase de reconstruction, d'une résilience qui prend forme. Un projet solide émerge sous l'égide de Jean-Baptiste Aldiger. Certes, la nationale se profile, mais ce sera peut-être un tremplin, une chance de se réinventer, de revenir plus fort, plus déterminé. Ce n'est pas la fin, mais une nouvelle aventure qui commence. Et cette équipe mérite véritablement de goûter à la victoire, peut-être face à Agen ce vendredi à domicile. Cela redonnerait de l'élan à ce groupe. Il y a un potentiel inexploité, une flamme prête à s'allumer. C'est une équipe qui mérite plus, qui a les armes pour se défendre dans cette division, mais qui parfois manque de ce petit supplément d'âme. Peut-être qu'avec une confiance retrouvée, cette équipe pourrait enfin libérer toute sa puissance. Comment on l'a vu cette saison, Sylvain, historique quand même du Stade niçois qui remonte en deuxième division 25 ans après. Là, on est sur 15 défaites d'affilée. Qu'est-ce qu'on en dit? À quel moment ça a craqué, ça a mal tourné? Est-ce qu'ils étaient tout simplement pas au niveau? On se rend compte, quand on perd 15 matchs d'affilée, c'est qu'effectivement on n'est pas au niveau. Je pense que le point de bascule, c'était cette défaite contre Valence-Roman, qui aurait permis à Nice de mettre à ce moment-là les Dromois à 10 points. Dans la tête, ça aurait fait beaucoup de bien, ça aurait fait énormément de mal en revanche à Valence. Et le point de bascule de la saison, il est là. Derrière, il y a des défaites assez courtes à Dax, à Montauban, à Aix. Et derrière, ils se retrouvent lâchés. Et dans les têtes, on sent que ça devient de plus en plus dur. On sent aussi que peut-être certains sortent un petit peu du projet parce qu'ils ne jouent pas. Donc il y a un petit peu de tout ça qui fait que ça devient trop compliqué pour une équipe qui, effectivement, déjà en termes de qualité pure, est certainement un petit peu en dessous des autres. Et pourtant, avec autant de défaites d'affilée, on les a vus encore faire des performances correctes à l'extérieur. Ils ont l'air de jouer assez libérés à l'extérieur, par contre complètement tétanisés à domicile. Comment on arrive à expliquer ce blocage-là? Je pense qu'il y a c'est une part psychologique, encore une fois. Je pense qu'à ce côté, on a envie de bien faire devant son public, d'autant plus, surtout qu'ils n'ont gagné qu'un match contre Mont-de-Marsan à domicile. Et je pense que c'est ce qui les fait parfois déjouer. En réalité, c'est cette volonté de parfois trop bien faire, de se mettre une espèce de pression superflue en réalité. Et après, maintenant, il y a aussi le fait que les équipes viennent à Nice pour gagner. On sait que des fois, il y a des équipes qui font un petit peu l'impasse sur certains déplacements, mais là, tout le monde vient en mettant une équipe pour prendre 4 ou 5 points à Nice, parce que vu que tout le monde les prend, une équipe qui ne les prendrait pas, ce serait une très mauvaise opération. Et Agen, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est possible d'avoir ce déblocage, de gagner ne serait-ce qu'un match là, d'ici la fin de saison? Pour moi, j'en vois deux, et effectivement, il y a Agen et peut-être Biarritz, même si Biarritz a montré du mieux le week-end dernier. Mais c'est les deux équipes en termes de dynamique qui vont venir du côté des Arboras, qui ont pas forcément un rugby et des résultats flamboyants ces dernières semaines. On sent qu'Agen est pas loin de la crise de nerfs un petit peu. Donc il y a un coup à jouer pour les Niçois, à condition par contre de mettre les mêmes ingrédients que ce qu'ils ont montré à Mont-de-Marsan, en corrigeant certains défauts comme effectivement le jeu au pied, la touche en deuxième mi-temps qui a été un peu compliquée alors que c'est un des points forts des Niçois, et juste un petit peu de justesse. On verra. Donc si vendredi il y a ce déblocage, ne serait-ce que qu'une victoire qui permettrait de faire du bien à l'effectif, la direction et bien sûr tout un public qui les suit. Maintenant direction la rade où Toulon a vécu sa première défaite de l'année en top 14 à Lyon. Est-ce un simple accident ou un vrai coup d'arrêt, Malo? Ce n'est pas juste un accident, Bastien, c'est un avertissement. Toulon restait sur 5 victoires consécutives, mais ce déplacement à Lyon s'annonçait délicat. Et dès l'entrée de jeu, le RCT avait été pris à la gorge, dominé par un loup ultra agressif, implacable. Lyon a imposé un défi physique immense et Toulon, pris dans l'étreinte, n'a pas su s'en libérer. Cette première mi-temps, c'était un vrai cauchemar pour Toulon, 27-6 à la pause. Comment expliquer cette débâcle?
L'indiscipline a joué un rôle majeur. Dès la 14e minute, Bobigny est averti par l'arbitre et dans la foulée, Lyon en profite pour marquer 2 essais en 3 minutes. Derrière, Toulon n'a pas trouvé de solution, toujours sous pression. Le Loup a su imposer son jeu avec une puissance physique écrasante. Les Toulonnais ont sombré et à la mi-temps, il semblait presque impossible de redresser la barre. Et pourtant, en deuxième période, Toulon a réagi. Qu'est-ce qui a changé ? Un réveil tardif, mais un réveil tout de même. Après l'heure de jeu, Toulon a enfin montré des signes de vie. Jaminet a débloqué le compteur avec un essai à la 70e minute. Danglo a ajouté sa touche à la 74e. Toulon a terminé fort, mais l'écart était trop grand. Lyon, bien organisé, a su gérer les derniers instants et s'impose logiquement. Donc en résumé, RCT en grande difficulté en première mi-temps, qui se réveille trop tard en seconde, mais malgré la défaite, on peut tirer du positif ? Oui, il y a du positif, cette équipe n'a pas baissé les bras, elle a montré du caractère et de la détermination. De jeunes joueurs comme Marius Daumont et Jules Danglo ont brillé, montrant que Toulon peut encore compter sur sa relève. Mais il faut absolument résoudre ce problème récurrent des premières mi-temps ratées, surtout à l'extérieur. Ou Toulon, est-ce que vous les suivez un petit peu ? Et qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il y a moyen d'aller perturber un petit peu les deux gros, Toulouse et Bordeaux ? Sur la durée et sur une phase finale, j'ai envie de dire tout est possible, mais ça me paraît compliqué d'aller chercher Toulouse. Basiquement, j'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais très clairement, c'est compliqué. En revanche, faire top 4 pour avoir un spot intéressant en phase finale, je pense que c'est jouable. Et en Coupe d'Europe, aller rechercher un titre, c'est envisageable ou pas ? À l'heure actuelle, au vu de la concurrence, j'ai un petit peu de mal à y croire. Mais sur quelques années, pourquoi pas ? On sait pas ce qui peut se passer. On a bien vu La Rochelle en gagner 2, donc, sans pour autant prendre de championnat. Donc pourquoi pas ? On va suivre ça, très intéressant cette équipe de Toulon. Donc ce problème, on l'a évoqué à l'extérieur, ça va être à résoudre avant la fin de saison, prochain match. La réception de Perpignan, un excellent moyen de repartir sur de bonnes bases. On file vers les parquets avec toute l'actu de la Roca Team. Jingle. 3 Mike James. C'est parti pour Azurément Clutch. 2 matchs à l'extérieur à débriefer cette semaine pour Monaco, un duel intense en Euroleague face à Milan jeudi dernier et une bataille en Betclic Elite contre Cholet ce dimanche. On commence tout de suite avec l'affiche européenne, Lisa Fernandez-Martins. Monaco s'est déplacé à Milan avec l'objectif de consolider sa place dans le haut du tableau de l'Euroleague. Un match intense, serré de bout en bout. Dès l'entame, la Roca Team peine à imposer son rythme. Milan frappe fort avec un premier quart-temps disputé, 18-19, avant d'accélérer dans le deuxième. Les Monégasques accumulent les pertes de balles sur des passes mal ajustées et la circulation du ballon devient trop prévisible. Milan en profite avec des attaques bien exécutées. La Roca Team peine à verrouiller la raquette et concède trop de points sur deuxième chance. Résultat, Monaco encaisse 31 points et bascule à la pause avec un retard à combler, 49-42. Monaco va être capable de rivaliser en seconde période, mais ce ne sera pas suffisant, Lisa. Au retour des vestiaires, Monaco resserre les rangs. Mike James, 15 points, 4 passes, tente de prendre les choses en main, bien aidé par Eli Okobo, 16 unités et 6 assists. Monaco parvient à contenir Milan dans le troisième quart, mais manque cruellement d'adresse derrière l'arc, 8/27 à la fin du match. Le dernier quart est un échange de coups entre les deux équipes, mais Milan gère mieux les dernières possessions et assure la victoire. La Roca Team s'incline finalement 86-80 avec des regrets, mais aussi des enseignements à tirer sur sa gestion du Money Time. Les Monégasques se voient rétrograder à la 5e place du classement. Après cette déception, direction Cholet pour un match de championnat crucial entre le premier et le 3e, Monaco connaît un début cauchemardesque avant de renverser la vapeur et s'imposer avec autorité. Le premier quart-temps est un naufrage. Cholet prend feu avec un 31-18 infligé à des Monégasques trop laxistes. La défense monégasque est en retard, ce qui permet à Cholet d'enchaîner les tirs ouverts et de creuser l'écart rapidement. Mais la réaction ne se fait pas attendre. Dans le second quart, Monaco retrouve de l'agressivité des deux côtés du terrain. Alpha Diallo et James montent en intensité, Mathieu Strazel se monte à droit à 3 points. La dynamique change et Monaco refait une partie de son retard avant la pause et répond par un 25-12. 43 partout à la mi-temps, donc Monaco a su se ressaisir, mais ont-ils pu ensuite tenir la cadence jusqu'à la fin ? Oui, et de quelle manière ? La seconde mi-temps est une démonstration de force collective. Mike James continue de régaler, 14 points, 6 passes. Mam Jaité, 15 unités, 6 rebonds, impose sa présence dans la raquette. Monaco trouve enfin son équilibre entre agressivité offensive et rigueur défensive. Avec une adresse retrouvée, 42% à 3 points, et une domination au rebond, la Roca Team s'assure une victoire convaincante. Semaine contrastée donc avec une défaite frustrante en Euroleague suivie d'une belle victoire en championnat. Et pas le temps de souffler, dès demain Monaco revêt le maillot blanc en Euroleague face au Paris Basket, toujours à l'extérieur, en duel que l'on retrouvera dimanche, cette fois sur le parquet de Gaston Médecin pour un choc en championnat.
Nouvelle chronique dans cette émission, on parle volley avec Azurément Spike et Jingle. Monster block, monster block, monster block. 3 ans après leur dernière participation à une phase finale de Ligue A, le Nice Volley est de retour en play-off, fut un ticket obtenu samedi soir après une victoire face au Plessis-Robinson et la défaite de Paris face à Chaumont-Lizarouel. Effectivement, Bastien, une victoire pas si évidente pour les Bleus et Jaunes. Les Robinsonnais se sont exprimés dès les premières secondes du match et les Eagles sont menés 6-1. Mais comme à son habitude, le Poitu Simon Hirsch aura suffi à mettre du rythme et à faire remonter le compteur. Lors du deuxième set, de nouveau un coup d'éclat des adversaires, mais ce n'est pas suffisant pour éteindre la flamme niçoise et le bouquet final. Un troisième set avec l'art et la manière. Un ace pour Alessandro Raptis, un autre pour Bruno Dias et l'écart se creuse de 9 points avant de conclure avec un score de 25-18. C'est donc 3 sets remportés pour le Nice Volley, mais également l'occasion de donner du temps de jeu à des jeunes joueurs. Brice Donat, entraîneur, revient sur la performance de ses remplaçants. Très bien. Ce sont des joueurs qui nous donnent énormément de satisfaction au quotidien. Ils jouent très bien, c'est grâce aux remplaçants qu'on est bon, que les titulaires sont bons, c'est grâce aux remplaçants qu'on gagne les matchs. Malheureusement, en fait, c'est toujours un petit peu ingrat parce que des fois, il n'y a pas beaucoup de temps de jeu. Et là, ce soir, vu qu'il y avait un petit peu d'avance au niveau du score, j'en ai profité pour donner du temps de jeu à tout le monde et essayer de faire plaisir un petit peu aux jeunes joueurs. Premier match en pro pour Colin Castelmau. On a également vu Ethan Nembou et Lilian Lemeur sur le poste de libéraux. 3 joueurs issus du centre de formation de Nice. Valentin Boulot et Lars Migueux étaient aussi de la partie pour épauler le 6 majeur. Et parmi ces titulaires, le central Merrick McHenry effectue sa première année en pro pour son plus grand bonheur. C'est incroyable, vraiment excitant. C'est ma première saison en tant que pro et ma première année en France, donc j'ai hâte de faire partie du retour en play-off de Nice. Ces derniers mois de la saison vont être vraiment importants pour nous. Il faut continuer de travailler nos techniques et être sûr que les petites choses deviennent meilleures, mais c'est vraiment excitant, on va prendre beaucoup de plaisir. L'objectif est clair, prendre du plaisir, mais surtout ne pas s'arrêter en si bon chemin et tenter d'accrocher la 5e place de la Marmara Spike League. Pour rappel, les Niçois sont actuellement 6e à seulement 3 points de Toulouse. Dernière ligne droite donc pour le NVB, il ne reste plus que 3 matchs avant les playoffs. Prochaine rencontre face à Narbonne ce samedi. C'est le moment d'allumer tous les micros, c'est le moment du quiz, présidé par Quentin Barbaza, on vous écoute. Et bonsoir à tous, là vous êtes tous autour de la table et c'est la tradition comme à cette fin d'émission, dans toutes les fins d'émission. Un petit quiz, donc aujourd'hui pas de bien compliqué, une question chacun et puis au final un petit qui suis-je. On va commencer par le chef, le rédacteur en chef Bastien Rag. Petite question basket. Monaco et le Paris Basketball s'affrontent 2 fois d'affilée cette semaine, demain en Euroleague et dimanche en Betclic Elite. C'était l'affiche de la finale de Betclic Elite l'an dernier. Quel avait été le score de la série et qui avait été MVP des finales ? Une école d'entrée. Il est bouche bée. Monaco avait gagné. Jusque là ça va. 4-2. Combien ? 4-2. Bah c'est en 3 gagnants déjà. 3-1. On poursuit avec notre Toulonnais, l'ami de la rade, qui en a parlé. Il a parlé de Marius Daumont pendant sa chronique. Et Marius Daumont, ce jeune arrière, a été appelé par Fabien Galtier pour préparer le match face à l'Irlande. À 22 ans, il a inscrit 2 essais en top 14 dans sa carrière. C'était contre qui ? Il a marqué 2 essais. Contre qui ? Il y en a un en début de saison et un autre il y a 1 an. Début de saison, je me rappelle, c'était à Mayol. Une victoire bonifiée, large victoire. C'est une ville qui était chère, Malou. Vannes. Et c'était face à Vannes. Et il y a 1 an. C'était il y a 1 an. Vas-y, dis-moi une région, moi. Le sud de la France, qui a fait parler de une ville qui a fait parler d'elle il y a peu de jours pour des réactions dans le public pas très adaptées. Mes chers Catalans, les Perpignanais. À Perpignan, c'était en fin de saison 2022-2023, une victoire 37-15 des Toulonnais. Pour Sylvain, une question foot sur l'OGC Nice, question toute simple. 2 joueurs de l'effectif actuel de l'OGC sont passés par l'OL, futur adversaire du gym. C'est lesquels ? Ils sont que 2. Melvin Barr. Le premier. Et le deuxième. On repasse tout l'effectif. Ryu ? Non. Non, j'aurais pas le deuxième. Ah, allez. Il est international français. Ah oui, Ndombele. Tanguy Ndombele. Pour Lisa Martins, une question Formule 1. Pour cette 16e émission, on va parler de quelqu'un qui porte le numéro 16, un certain Charles Leclerc. Charles démarre en 2018 chez Sauber.
Et qui était son coéquipier? Paf, la colle. Et voilà. Antonio Giovinazzi. Pas du tout. Ah, c'était l'année d'après peut-être. C'est un jeune? À l'époque, il était jeune. Oula, à l'époque, bah ça va, c'était il y a pas très longtemps. C'était pas Un Scandinave. Raikkonen? Non, bah, lui non. était pas jeune à l'époque. Bah oui. Suédois. Marcus Ericsson. Et Charles avait terminé 10 fois dans les points cette saison-là, 13e avec 39 points. Ok, merci. Lisa Roel, les Aigles de Nice affrontent ce soir les Brûleurs de Loup de Grenoble pour le 3e match de leur quart de finale. Lors des 2 premiers matchs, Nice a marqué 3 buts, 1 au premier et 2 au second. Est-ce que tu as les buteurs? Le premier match, c'est David Tiala qui marque le but. Ok. J'ai pas regardé le deuxième match. Aïe. Carla Jenny? Non, moi je les aurais pas. Andrei Kopta Je l'aurais jamais retrouvé. et Joseph Bruta. Je l'aurais jamais retrouvé. Allez, et pour terminer ce quiz, je vais demander à Malo de revenir autour de la table. Il a déjà fui, il est prêt à partir. C'est un qui suis-je, le premier qui trouve donne la réponse, c'est Andiamo. Je suis né le 16 janvier 1995. Dans mon sport, je joue en équipe nationale. Une sélection ayant atteint les 8e de finale de la Coupe du Monde en 2018 et 2022. J'ai démarré le football en 2012 en professionnel. J'avais 17 ans, dans un pays loin de l'Europe. Mais j'ai mis les pieds en 2015 en Autriche. Dans un club qui a vu éclore Erling Haaland notamment et où j'étais titulaire indiscutable. J'ai disputé 200 matchs et j'ai marqué 64 buts. Puis je me suis exilé pour découvrir le meilleur championnat du monde, la Première Ligue, avec un maillot rouge. Et d'ailleurs dans ma carrière, j'ai... Minamino. Takumi Minamino, c'est Sylvain, notre invité, qui a la bonne réponse. On peut l'applaudir. Et Takumi Minamino qui a prolongé aujourd'hui son contrat jusqu'en 2027, le japonais. 16 buts en 89 matchs disputés avec l'AS Monaco. Merci Quentin Barbaza pour ce quiz. C'est la fin de cette émission. On sait bien accueillir les invités. Vous voyez, on fait des petites passes D comme ça sur Minamino. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à Baptiste Echen pour la réalisation. Nous on se retrouve non pas mardi prochain mais le mardi 18 mars à 18h15 pour une nouvelle émission. Bonne soirée sur EDJ FM. Ciao ciao.